Bonjour tout le monde. Je vais essayer de mettre là. Eh bien, il reste beaucoup de personnes à arriver, mais je vais quand même commencer parce que il y a peut-être des petits décalages horaires. Alors aujourd'hui, bonjour et bienvenue à l'atelier de la société. Dans un premier temps, j'aimerais rappeler que l'atelier est enregistré et de même que l'interprétation. Ça va être disponible un petit peu quelques temps après l'atelier. Toutes les interventions directes peuvent être faites avec le microphone de votre ordinateur ou par l'outil de clavatage. C'est comme ce que vous préférez. Pour les francophones, si vous prenez la parole. Pour faciliter le travail de l'interprète, il serait préférable d'avoir un débit, si possible, pas trop rapide, moyen. Et puis, j'aimerais enfin remercier notre commanditaire SVI Solutions pour nous permettre d'utiliser leur outil de webconférence VIA. Cette dixième série d'ateliers porte sur le thème Conception pédagogique et approches décolonisantes. Alors, ce thème veut explorer toutes les méthodes et les outils nécessaires pour soutenir l'inclusion. Il se veut une fenêtre d'observation sur les pratiques développées par les concepteurs et les conceptrices pédagogiques pour faciliter l'intégration des mesures EDI, équité, diversité, inclusion, et DRA, décolonisation, réconciliation, autochtonisation. Également, ce thème large peut aborder, entre autres, certaines mesures issues de la conception universelle d'apprentissage. D'une durée d'environ 15 minutes chacune, les présentations vont être suivies d'une période de à peu près 30 minutes. Alors d'abord, Mme Isabelle Savard va aborder le thème le design participatif d'une Propaedeutic à l'intention des autochtones. Alors après une période de questions où dans l'ensemble, ça peut être mélangé, environ 30 minutes, et une présentation totale d'approximativement 45 minutes. Madame Draver Charles va présenter le deuxième thème, conception pédagogique et approche décolonisatrice, le rôle des concepteurs pédagogiques dans la décolonisation de la pédagogie. Madame Savard est professeure régulière et directrice des programmes en technologie éducative et en formation à distance à l'Université TÉLUQ. Elle possède 25 ans d'expérience en design pédagogique. Elle détient un doctorat en informatique cognitive, TÉLUQ et un post-doctorat en technologie éducative de la Japan Advanced Institute of Science and Technology. Elle a conçu plusieurs cours en ligne portant sur le design pédagogique et elle est d'ailleurs responsable des cours sur l'ingénierie pédagogique offerts à la TÉLUQ. Ses travaux portent notamment sur le design pédagogique, l'innovation technopédagogique, la considération des variables culturelles et contextuelles, la pédagogie des sciences de la santé, le développement des compétences et la formation à distance. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Madame Savard. Donc, bonjour, merci beaucoup de l'invitation, Madame Roy. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un projet qui est en cours. On est en plein dedans, donc c'est pas encore disponible, mais ça va l'être sous peu. Donc, le titre est intitulé Design participatif d'une propédeutique à distance à l'attention des Autochtones. On parle ici d'une propédeutique, mais vous allez voir que le projet a quand même évolué pas mal. Puis aussi, j'attire votre attention sur le fait que je ne mets pas des étudiants autochtones dans mon titre, mais parce qu'on veut inclure aussi des gens qui jonglent avec l'idée d'un retour aux études, mais qui ne sont pas encore des étudiants. D'emblée, je vous présente mon équipe. Je ne travaille pas toute seule là-dessus, une chance. Donc, c'est une collaboration entre 3 établissements du réseau UQ, l'UQAT, l'UQAC et la TÉLUQ.
À l'UQAC, on collabore avec des gens du Centre Nicanité des Premières Nations, donc Francis-Paul Véraud, Guylaine Malaison. On a Aurélie Paul aussi, qui est une étudiante qui participe au design. Oh, j'ai perdu ma... C'est normal? J'ai perdu la présentation. J'ai l'impression que quelqu'un a modifié ça. Je demanderais aux personnes qui sont dans les animateurs de ne pas toucher à tout ce qui se passe à droite de l'écran pour ne pas perturber les présentations. Je suis désolée. Je pense que c'est bon. Merci, il n'y a pas de problème. Ça m'amène à vous présenter mes collègues de l'UQAC. Donc, on a l'honneur de collaborer avec des gens de l'École des études autochtones, l'École d'études autochtones, dont Hugo Asselin, Francis Lévesque, et deux étudiantes qui s'impliquent dans la conception, deux étudiantes autochtones qui s'impliquent dans la conception de notre projet. Rachel Cloutier, Natacha Savard. Côté TÉLUQ, on a une assistante qui travaille en étroite collaboration avec moi, Catherine Bolduc, qui est étudiante en technologie éducative et qui collabore depuis le début à ce projet-là. Je vous souligne aussi qu'on attend des réponses de différents partenaires qui vont être identifiés dans des communautés ciblées. Je vais avoir l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais je tenais à souligner d'emblée qu'on avait des partenaires dans des communautés autochtones. Donc, je dis d'une propédeutique. Donc, l'origine du projet, c'est parti d'une conversation avec Marco Bacon, qui était à ce moment-là directeur du Centre Nicanité à l'UQAC, où on se demandait comment on pouvait unir nos forces des deux institutions pour pouvoir servir rapidement, répondre à des besoins des étudiants autochtones. C'est venu l'idée de la propédeutique. Ensuite, bon, les choses ont fait que Marco accepter des nouveaux défis. L'équipe que je viens de vous présenter s'est formée. On a avancé avec le projet de Propaedeutic et on a reçu un financement du Fonds d'aide au développement à distance, de l'enseignement à distance de l'UQ, pour développer 3 modules de 1 crédit chacun qui allaient avoir pour but de préparer les étudiants ou les futurs étudiants aux études universitaires, puis de les aider à développer des compétences essentielles au métier d'étudiant. Ce projet-là a débuté par une analyse des besoins. Donc, on a analysé la littérature, on a fait un sondage, on a consulté différents collaborateurs autochtones. Puis tout ça nous a amené à prioriser 3 premiers modules à développer, dont je vais vous parler tout à l'heure, mais ça nous a amené aussi à proposer d'emblée une propédeutique en boîte pour répondre aux besoins des communautés qui n'ont pas l'accès à l'Internet. Donc, on veut offrir une formation à distance, même à ceux qui n'ont pas accès à Internet. Étrangement, ce concept-là a été testé dans un projet au Burkina Faso il y a 2 ans. Ça avait très bien fonctionné, donc on a hâte de voir comment ça va fonctionner avec les communautés autochtones. Puis comme on a certaines communautés qui ont accès à Internet, on développe aussi une version en ligne de la propédeutique. Donc, ça amène beaucoup de préoccupations au niveau du design et des choix technologiques et des choix de médias. Donc, pour vous faire un bref aperçu du portrait de notre analyse, plus particulièrement du portrait des étudiants autochtones qu'on a tracé, là, vraiment, c'est un résumé, je n'entre pas dans les détails ici, mais il faut souligner que ces étudiants-là ont un parcours qui se qualifie d'atypique, principalement en raison du fait que à partir de la 4e année du primaire, ils sont obligés d'abandonner leur langue maternelle pour faire l'apprentissage d'une langue seconde. Ça a vraiment pour effet de prolonger le parcours puis de changer un peu le rythme qu'ils peuvent avoir développé jusqu'à la 4e année du primaire. Il y a différents obstacles aussi qui peuvent se dresser devant ces étudiants-là, mais le plus important,
celui qui est le plus souligné, tant dans la littérature que de façon plus informelle, c'est l'éloignement de la famille, de la communauté, du territoire. Celui-là, il faut vraiment pas négliger cet obstacle-là qui peut provoquer, entre autres, des chocs culturels, beaucoup de pression qui est liée à l'apprentissage d'une nouvelle vie dans une nouvelle ville, en plus des apprentissages à faire dans le cadre des études. Ça amène aussi, vous vous en doutez, des difficultés financières, puisque ces étudiants-là doivent aller s'installer dans des villes souvent avec leur famille. Donc, on s'est dit, face à ça, que les avantages reconnus de la formation à distance, entre autres la flexibilité puis la limitation des déplacements et des déménagements, pouvaient être une solution intéressante. On a exploré un peu cette idée-là plus formellement. Dans la littérature, on a trouvé un auteur qui fait quelques recommandations pour l'apprentissage en ligne en contexte autochtone. Vous allez voir que ce n'est pas très différent de ce qu'on voit dans la littérature pour le succès de l'apprentissage en ligne en général. Donc, c'est important d'offrir un soutien significatif aux étudiants, de favoriser leur engagement tout au long du processus d'apprentissage, de favoriser des parcours individualisés plutôt que des parcours en cohorte. La flexibilité est vraiment, vraiment essentielle ici. De favoriser aussi des inscriptions en continu plutôt que des inscriptions à date fixe. Il ne faut pas que le moment d'inscription soit un frein s'il n'est pas en cohérence avec l'élan qu'on ressent pour retourner aux études. Favoriser le développement des stratégies d'autorégulation chez les étudiants, mais ça, c'est bon, pas juste pour les étudiants autochtones. J'ai mis ici, je n'entrerai pas en détail, mais des facteurs de succès ou d'échec des expériences en ligne des étudiants autochtones. Vous pouvez voir que encore là, ça se rapproche beaucoup de ce qu'on voit dans la littérature pour l'enseignement en ligne en général. J'attire votre attention principalement sur la qualité des relations qui sont établies entre autres dans les environnements numériques d'apprentissage. La relation est très, très importante avec les étudiants autochtones. Puis, il y a des particularités auxquelles il faut faire attention pour établir des bonnes relations. Je vais y revenir. Je pense que ma collègue, après aussi, va en parler beaucoup. Donc, notre revue nous a amené à identifier différentes catégories de facteurs qui influencent la persévérance des étudiants autochtones. Là, ici, je vous rappelle, ou si je ne l'ai pas déjà fait, je vous le dis, on est dans un processus itératif. Donc, notre analyse va se poursuivre en continu. Ces facteurs-là pourraient changer, ces catégories de facteurs-là pourraient changer, mais c'est un portrait à l'heure actuelle de ce qui nous préoccupe. Au niveau des facteurs culturels, l'éventail des possibilités était très, très large, mais nous, on décide de se concentrer vraiment sur les variables dans les pratiques pédagogiques. On a utilisé des variables que j'ai identifiées dans le cadre de ma thèse de doctorat, puis que j'avais regroupées en 3 catégories, les dimensions de valeur qui comprennent notamment le rapport au temps ou le rapport à l'autorité, les pratiques habituelles qui vont aller analyser les pratiques de communication pédagogique. Est-ce qu'on est plus dans une relation unidirectionnelle du professeur vers les enseignants ou est-ce qu'on est plus dans des relations multidirectionnelles? C'est un exemple, là, mais il y a plusieurs variables identifiées. Au niveau des interactions humaines, on va voir quel est le rôle traditionnel de l'enseignant, quel est le rôle de l'apprenant dans son apprentissage. Donc, vous voyez un peu où on souhaite s'en aller. Au niveau des facteurs liés au contexte, on les a regroupés en 3 grandes catégories. Il y a les facteurs historiques, dont vous en avez certainement entendu parler, de toute l'histoire des pensionnats, de l'importance des aînés dans le parcours de formation d'un étudiant ou d'un apprenant. Il y a des facteurs géographiques aussi, comme je l'ai mentionné, l'éloignement de la communauté peut influencer la persévérance de manière considérable.
Il y a aussi des facteurs qui sont en lien avec des mesures d'accès aux études, par exemple des mesures institutionnelles qui font en sorte qu'on a des conditions d'admission qui vont favoriser l'accueil d'étudiants autochtones dans certains programmes qui sont très contingentés, plus difficiles d'accès. Ça a été le cas en médecine, par exemple, au Québec. Il y a aussi des mesures financières qui font en sorte qu'on accorde des bourses pour soutenir les démarches des étudiants autochtones et ça favorise la persévérance. Au niveau des facteurs humains, on a bien entendu des facteurs sociaux communautaires qui sont par exemple le manque de repères quand on se déplace dans une nouvelle ville, dans un nouvel environnement, la difficulté d'accès aux différents services, surtout quand on ne les connaît pas. Il y a aussi des facteurs familiaux. Ces étudiants-là ont souvent des lourdes responsabilités ou charges familiales, soit ils ont des enfants, des parents dont il faut qu'ils s'occupent. Il y a aussi beaucoup de résistance, de méfiance dans l'entourage, souvent familial, face à l'université qui peut être une menace à sa culture et à sa personnalité. Il y a un manque parfois associé à ça, il peut y avoir un manque de soutien des membres de la famille pour soutenir le parcours universitaire des étudiants. Bien entendu, il y a des facteurs personnels, l'attitude négative ou pessimiste, comme pour n'importe quel étudiant, va venir influencer la persévérance des étudiants, mais aussi et surtout dans ce cas-ci, le faible sentiment de compétence. Ces étudiants-là se sont fait dire pendant longtemps, ou leurs parents se sont fait dire qu'ils n'étaient pas capables, qu'ils ne pouvaient pas faire d'études universitaires. Donc, le sentiment d'incompétence revient assez rapidement. Donc, il faut, quand on encadre ou on prépare des formations, être prêt à réagir à ça pour fournir les encouragements nécessaires, puis les preuves de la capacité du développement des compétences. Au niveau des facteurs pédagogiques, on a rapidement, pas tant que ça, là, mais après nos recherches, on a conclu qu'il était quand même assez mal identifié puis difficile à surmonter. On mentionne souvent, comme je l'ai déjà mentionné, l'apprentissage d'une langue seconde, qui est un défi, mais aussi l'apprentissage de stratégies d'apprentissage. Puis là, ici, ce n'est pas juste les stratégies d'apprentissage d'un programme ou d'un contenu, mais l'adaptation au système scolaire, l'adaptation à un nouveau mode de gestion de temps. Il y a, ça va être l'objet de la prochaine présentation, des approches qui sont perçues comme colonialistes, qui peuvent nuire vraiment à la persévérance des étudiants autochtones. Parfois de l'absence de modèles ou de mentors qui peuvent venir aider au parcours, ça peut nuire. Les communications difficiles entre autochtones et allochtones, mais aussi beaucoup l'attachement envers l'enseignant qui est très important pour ces étudiants-là, mais qui est parfois difficile à faire pour toutes les raisons là, que je viens d'énumérer, puis vous avez certainement entendu dans l'actualité. Mais dans tous les cas, il faut retenir que l'intérêt, le respect, la connaissance des cultures autochtones vont toujours influencer positivement la persévérance des étudiants autochtones. Donc, je lance un message ici aux allochtones comme moi qui essaient d'aider ou qui ont des bonnes intentions. N'ayez pas peur. Quand on reste dans l'intérêt et dans le respect, ça peut toujours avoir des influences positives. On a fait aussi un inventaire des ressources existantes, principalement, je vous dirais, des ressources qui existent dans nos 3 établissements partenaires, l'UQAC, l'UQAT et la TÉLUQ, des ressources qu'on cherche à adapter, soit pour les réalités autochtones, soit pour une offre à distance en boîte et en ligne, comme je le disais, là, ça impose quand même plusieurs casse-têtes, ces particularités-là. Mais on souhaitait ne pas réinventer la roue et profiter de ce qui existait pour se concentrer vraiment sur les besoins de ces apprenants, futurs apprenants-là autochtones. Ici, je m'excuse, j'ai un peu joué avec mon image et pas très nette, mais ce sont les 3 premiers modules qu'on a priorisés.
Vous voyez, les images ne sont même pas encore achetées. On est encore en train de faire des discussions autour de l'ambiance qu'on veut créer dans le portail ou dans la propédeutique. Donc, le premier module qu'on développe est en harmonie avec son temps d'étude. Ça vise à apprendre des stratégies de gestion de temps, de voir comment on peut planifier son horaire en tant qu'étudiant, mais en tant qu'étudiant qui doit concilier travail, famille et études. À la pêche à l'essentiel va aller aider à travailler des stratégies essentielles au métier d'étudiant, donc des stratégies de lecture, d'écriture, il va y en avoir d'autres aussi. Puis le troisième module, tout ça a été priorisé là, par notre consultation. Mieux se connaître pour garder l'équilibre va amener l'étudiant ou le futur étudiant à identifier ses sources de motivation, entre autres, puis les obstacles qui se trouvent dans son entourage pour déjà planifier des solutions pour pallier à ces obstacles-là s'ils se présentent. Donc, c'est un résumé un peu rapide du contenu qui va se trouver dans ces modules-là, mais ça vous donne une idée de ce qu'on va faire. Notre analyse nous a amené aussi assez rapidement à réaliser que de développer des modules que les étudiants ou futurs étudiants vont faire de façon isolée dans leur coin, c'est vraiment pas assez, puis ça ne répond pas aux besoins de rassemblement, de communauté. Donc, on a décidé d'aller d'une propédeutique à un portail. On cherche encore un nom rassemblant pour le portail. Vous savez, il y a 11 nations autochtones avec des langages différents. Donc, c'est difficile de trouver un nom autochtone qui est rassemblant, mais on est en train de réfléchir à ça. C'est un portail qui va mettre en place une communauté autour des modules de la propédeutique, une communauté d'apprentissage et d'appui à l'apprentissage dans laquelle vont être réunis des étudiants qui sont moins avancés ou plus avancés pour qu'ils puissent se conseiller entre eux, s'entraider. On va avoir aussi un coordonnateur ou une coordonnatrice. On est en train de lancer le processus de recrutement autochtone qui va animer et qui va orienter les participants à au portail. On cherche aussi à créer une banque de mentors autochtones qui vont pouvoir agir éventuellement live, donc en direct avec les étudiants qui en ont besoin, mais on sait que ça va être difficile, là, donc on va probablement se tourner vers la création d'une banque vidéo de messages audio pour limiter le poids de notre portail, de notre matériel, où des mentors autochtones vont pouvoir s'adresser aux participants à la propédeutique. On veut faire la même chose avec les aînés, les artistes, donc des aînés qui pourraient enregistrer des messages d'encouragement, des artistes qui pourraient se présenter aux participants à la propédeutique pour faire un bref message d'encouragement. On veut aussi développer des outils qui vont être utiles pendant la propédeutique, mais aussi pendant le parcours universitaire. Donc, on développe actuellement un outil de priorisation des besoins pédagogiques. On se centre vraiment sur les besoins pédagogiques. Là, on ne s'attaquera pas au logement, aux garderies, tout ça, mais priorisation des besoins pédagogiques en continu puis en communauté. La façon dont ça fonctionne, c'est que les participants à la propédeutique vont pouvoir proposer des nouveaux développements de modules, d'activités ou autres qui répondent à un besoin pédagogique qu'ils ont identifié et le reste de la communauté va pouvoir venir voter sur les différents besoins ou développements identifiés. Ça va nous aider à prioriser les prochains développements puis à s'assurer de toujours rester en contact avec les réels besoins des étudiants, futurs étudiants. On développe aussi une boîte à outils qui va venir en appui au développement des compétences du métier d'étudiant. Cette boîte à outils-là va être utilisable tout au long du parcours universitaire par la suite. Ici, vous avez une image du tableau de bord au moment où j'ai fait ma capture d'écran.
mais déjà, vendredi, l'équipe nous présente une nouvelle version de ça. C'est juste pour vous donner une idée de là où on s'en va, puis de quelques outils qu'on souhaite développer. Vous avez ici les outils qu'on appelle pour l'instant transversaux, mais qui vont changer de nom, de priorisation des besoins et le coffre à outils dont je viens de parler. Puis on a aussi un système qui va nous permettre de suivre les progrès, qui va permettre à l'étudiant de suivre ses progrès, tant ses progrès dans la complétion des activités prévues dans les modules que dans le développement des compétences qu'on a rassemblées dans un profil de compétences qui va être qu'on fait en collaboration avec des étudiants autochtones et avec nos partenaires qui sont experts en accompagnement des étudiants autochtones. Donc, on veut que tous les modules visent certaines parties ou l'ensemble du référentiel, mais c'est pas un référentiel, c'est plutôt un profil de compétences. On a ici aussi le petit renard qui va accompagner l'étudiant dans son parcours, qui va être là disponible pour orienter l'étudiant qui pourrait avoir besoin d'aide. Ici, là, on a des phrases qui vont changer certainement, mais ça vous donne une idée des catégories, des grandes catégories qu'on veut pouvoir avoir. Donc, si l'étudiant veut pouvoir joindre quelqu'un, on veut qu'il puisse le faire rapidement. Donc, dépendamment de ce qu'on aura eu comme réponse avec les mentors autochtones, il y aura peut-être possibilité de joindre un mentor ici. Sinon, il va toujours avoir possibilité de joindre le coordonnateur autochtone, le tuteur qui va encadrer les travaux, là où le tuteur ou la tutrice, là, puis aussi quelqu'un du soutien technique. J'ai besoin d'un encouragement, là, ça va mener à la banque de vidéos, de messages enregistrés dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ils vont pouvoir aller chercher un message d'encouragement qui va apparaître au hasard là, dans un ordre indéterminé. J'aimerais découvrir un artiste autochtone, même chose aussi, ça va être dans le même sens. Donc, toujours, bon, comme je vous expliquais, chaque module va être développé en identifiant clairement quelle est sa contribution au développement des énoncés du référentiel de compétences, du profil de compétences. Ici, je veux pas vous présenter le modèle en détail, mais je veux juste attirer votre attention sur le fait qu'on fait un développement itératif. Donc, je vous ai parlé beaucoup de notre analyse initiale. On est en train de développer le module 1 est réalisé. On va le mettre à l'essai dans différentes communautés. Après ça, ça va nourrir nos travaux pour les modules subséquents. Donc, on fonctionne dans une espèce de logique itérative et participative aussi, dans laquelle on intègre différents acteurs à différents moments. Donc, nos mises à l'essai s'en viennent. On va d'abord les faire dans 4 communautés autochtones. On a demandé à avoir 2 communautés qui ne peuvent pas compter sur Internet, dans lesquelles on va envoyer la Propaedeutic en boîte pour faire nos tests. Et on a demandé aussi 2 communautés qui ont un accès à Internet standard. Malheureusement, le standard, ce n'est pas l'accès illimité à haute vitesse. Donc, on cherche à établir c'est quoi justement l'Internet standard. Est-ce que ça nous impose de devoir fonctionner avec la propédeutique ou en boîte ou la propédeutique en ligne? C'est ce qu'on va viser à identifier dans ces premières mises à l'essai-là. On va aussi tester le contenu de notre module 1, les activités. On va vérifier aussi l'ambiance. On va aller chercher des recommandations au sujet de l'ambiance qui est créée, du choix des termes. Ça, on a déjà fait plusieurs démarches là, pour valider ça. Mais bon, on va aller voir ce que ça donne dans les différentes communautés. Donc, les responsables, les partenaires des communautés qui vont être identifiés vont nous aider à trouver les meilleures stratégies à envisager dans leur communauté pour offrir le portail et sa propédeutique, vont nous aider à faire les tests aussi de la boîte, puis à régler les problèmes techniques avec nos techniciens. Ils vont aussi nous aider à recruter 2 ou 3 apprenants qui sont représentatifs de la population avec qui on souhaite, à qui on souhaite s'adresser pour qu'on puisse faire des tests, mais aussi discuter avec eux
pour s'assurer de bien saisir comment ça serait utilisé dans les milieux, si on répond bien aux besoins. Évidemment, d'autres mises à l'essai vont suivre. On espère pouvoir offrir officiellement la propédeutique à l'été ou à l'automne prochain. Donc, on prévoit 3 mises à l'essai avant l'offre des 3 premiers modules. Je vous inviterai à poser des questions maintenant. Alors, Catherine, tu as levé ta main, tu peux y aller, tu as accès au micro. Oui, alors vous avez nommé que l'apprentissage d'une langue seconde était un des défis importants dans le contexte de l'intégration des Autochtones aux études et tout ça. De quelle façon ça va être présent dans votre propédeutique et dans le portail? Ben, en fait, c'est dans un développement pour lequel on fait une demande de financement actuellement, mais dans les besoins à prioriser, étant donné qu'il y a différents établissements qui offrent des cours de langue en ce moment, qu'il y a quand même des façons de s'aider. On n'a pas, c'est pas des développements qu'on a priorisés. Par contre, on réalise bien que c'est pas très pratique pour des étudiants de devoir interrompre leur parcours pour aller suivre des cours de langue quand ils réalisent que la langue les empêche de pouvoir progresser dans leur programme. Donc, c'est ça à quoi on est en train de réfléchir, de pouvoir intégrer des micro-modules de formation qui pourraient permettre de cheminer dans l'apprentissage de la langue seconde en même temps que dans le programme visé. OK, OK. Puis pensez-vous que je sais qu'il y a il y a un projet de loi en ce moment qui va changer un petit peu euh, l'apprentissage du français, de la francisation au Québec en ce moment, le projet de loi 96, pensez-vous que ça va... Je sais qu'il y a un aspect par rapport à ouvrir les cours en francisation aux Autochtones. Est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact sur votre projet? Bonne question. Honnêtement, on n'est pas encore, tu sais, on a vraiment beaucoup à développer. Donc, si éventuellement il y avait quelqu'un qui faisait cette partie-là bien ou mieux, ce ne serait pas vraiment un problème pour notre projet puisque on a plusieurs sphères à développer. Donc, l'idée ici, c'est d'unir pour aider les étudiants comme pendant le Forum national sur la réconciliation, j'ai été invitée à présenter, j'ai réalisé qu'il y avait des étudiants qui s'étaient partis d'une communauté pour discuter entre eux, pour s'entraider. Donc là, on est en train de discuter ensemble pour voir comment on pourrait intégrer cette communauté-là au portail ou les faire collaborer. Donc nous, on n'ira pas développer une communauté qui rentre en compétition si c'est déjà fait. Je ne sais pas si vous voyez un peu la mentalité, la logique dans laquelle on souhaite s'inscrire. C'est vraiment d'unir nos forces pour mieux servir la persévérance et la réussite des étudiants autochtones. Excellent, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a aussi Kamal à qui je laisse la parole. Oui, merci beaucoup. C'était très intéressant et très riche. J'aurais une petite question. Tout à l'heure, vous avez parlé des facteurs qui freinent ou qui empêchent finalement la persévérance des autochtones en éducation. Vous avez parlé des facteurs pédagogiques. Est-ce que des facteurs liés au curriculum sont inclus dans les facteurs pédagogiques ou c'est vraiment le curriculum, vous pensez qu'il est bon tel qu'il est, donc il n'y a pas lieu de changer ou de l'adapter à la réalité des autochtones? Donc, il y a aussi des facteurs liés au curriculum, à l'intégration de contenus autochtones dans les curriculums. C'est clairement identifié. Peut-être que ça a mal ressorti ici, mais il y a différentes sphères dans lesquelles on souhaite travailler, mais pas juste nous, l'ensemble des universités, en tout cas au Québec. Il y a l'intégration des contenus autochtones dans les curriculums, la considération des réalités des étudiants autochtones qui suivent des différents programmes. Super, merci beaucoup.
Il y a Julio aussi qui a posé une question dans le clavardage. Combien de temps approximativement vous prend la conception de ce cours en ligne? Ben, c'est une bonne question. Les 3 premiers modules vont nous avoir pris environ 1 an, mais on a rajouté tout le concept de portail autour. Donc, nous, on travaille là-dessus depuis activement depuis l'an dernier. Donc, ça va prendre, si on offre les modules à l'automne, ça va nous avoir pris un peu plus qu'1 an développer les premières versions du portail avec les 3 modules. Par contre, pour les modules subséquents, ce que je souhaite créer, c'est un espèce de laboratoire étudiant pour nos étudiants en technologie éducative et formation à distance. On espère autochtones et allochtones qui vont pouvoir, dans le cadre d'un projet personnel ou d'un stage ou d'un projet d'essai, développer soit des modules de formation ou d'autres types d'activités qui pourraient être identifiés par l'outil de priorisation des besoins pédagogiques. Donc là, ça va être, c'est un processus qui est en cours. On ne sait pas quand est-ce que ça va finir, mais on peut vous dire quand ça a commencé. C'est comme ça que je peux répondre à la question. Et puis, il y a Mme Fatou qui demande aussi, toujours dans le clavardage, lorsque les étudiants auront terminé ce programme, est-ce qu'ils vont toujours bénéficier d'un accompagnement pendant leur étude universitaire? Oui, c'est ce qui est souhaité par notre équipe, c'est ce qu'on souhaite. Là, maintenant, on est en train de voir comment on peut faire ça avec les règles administratives des différents établissements. Mais ce qu'on voudrait, c'est que les étudiants aient accès à la propédeutique pour se préparer à l'entrée à l'université et pendant toute la durée de leurs études. Ben là, on s'était dit de premier cycle pour commencer, mais en tout cas, on va voir comment on réussit à s'arranger pour que ce soit possible administrativement. Des fois, c'est difficile de faire autrement, puis d'innover quand on est pris avec des règles administratives qui sont vraiment bien rodé, disons, et bien implanté. Donc, moi, c'est une partie que je trouve plus difficile, honnêtement. Moi, j'aurais une question par rapport à ça. Ça a peut-être été mentionné au tout début, j'aurais des premières à répondre, mais est-ce qu'au au niveau financier, d'où ça part? Parce que ça, il y a beaucoup de moyens là, qui sont mis en place. Il y a donc des ressources financières importantes qui sont impliquées là-dedans. D'où ça vient cet argent-là? Qui finance ce genre de programme-là? Bien, là, c'est le Fonds d'aide au développement de l'enseignement à distance du réseau UQ qui nous a donné une subvention de démarrage. Il y a eu d'autres demandes de financement déposées. On attend des réponses, mais pour l'instant, c'est vraiment le fonds qui nous a été fourni par le Fonds d'aide au développement de l'enseignement à distance de l'UQ, FODED, dans son petit nom, qui nous permet de financer ces développements-là. Maintenant, c'est sûr qu'il faut qu'on développe un modèle financier d'offre de la propédeutique pour essayer de voir comment on peut limiter les coûts pour les Autochtones qui souhaitent participer, mais aussi comment on peut tenir compte de la collaboration interuniversitaire, du partenariat interuniversitaire, mais il y a déjà des règles qui sont établies là, pour définir ces modèles-là. Merci beaucoup. En fait, ma question, j'aurais dû le dire au début, c'était juste, évidemment, c'est comme souvent il arrive qu'il y a des projets qui sont démarrés, on a de l'argent, mais après, pour continuer, pour mettre ça en place de façon pérenne, c'est là souvent qu'il faut travailler un peu plus et voir comment on peut organiser le tout. Oui. Des projets, entre autres, nous, on va embaucher un coordonnateur organisé. Des projets, entre autres, nous, on va embaucher un coordonnateur autochtone, un tuteur autochtone, donc pour s'assurer que ces fonds-là, donc on est en train de travailler à ce niveau-là là, pour s'assurer la pérennité du projet.
Merci. Il y a Kamal aussi qui a une autre intervention. Je lui laisse. Oui, merci. J'ai une autre question en fait. Normalement, quand on apprend une seconde langue, ça suppose une interaction orale. Comment pensez faire, notamment quand c'est une propédeutique en boîte? Quelqu'un est isolé dans son coin. Est-ce que vous avez des pistes? Ben, en fait, c'est une bonne question. Pour l'instant, on n'a pas de module d'apprentissage de la langue seconde dans la propédeutique en boîte, mais il va effectivement falloir y réfléchir, de voir par quels moyens on va pouvoir assurer ces interactions-là. Il y a différentes solutions possibles. Là. Il y a parfois des synchronisations qui sont possibles entre le contenu de la boîte et le contenu de la propédeutique en ligne. Donc, les stratégies vont varier dans chacune des communautés. À chaque fois qu'on va vouloir placer la propédeutique en boîte dans une communauté, il va falloir s'asseoir avec des partenaires de cette communauté-là pour voir quelles sont les meilleures stratégies dans leur communauté. C'est-à-dire où est-ce qu'il y a un point où il y a un accès Internet occasionnel, régulier, ou à quel endroit ça va être préférable de placer la boîte. Puis en fonction de ça, on va pouvoir déterminer quel type d'activité on peut faire ou rendre accessible parmi celles qui sont accessibles dans la propédeutique en ligne, qui va peut-être être plus, disons. Mais c'est sûr qu'il faut réfléchir à ça. Une autre des possibilités, ça va être d'avoir des tuteurs qui peuvent être des milieux, donc dans les milieux. Mais ça, c'est vraiment dans un deuxième temps qu'on va explorer ces possibilités-là. Ça va être de voir vraiment c'est quoi l'engouement qui est créé autour de ce portail-là. Au fur et à mesure, les besoins vont se préciser, puis on va tenter d'y répondre. Merci beaucoup. J'espère que je réponds à votre question. Oui, je sais que c'est pas facile en fait. Quand on est isolé, quand on est dans un coin où il n'y a pas d'internet par définition, donc à moins d'avoir quelqu'un sur place, ça va être, je pense, très difficile. Ça va être difficile, mais il va y avoir peut-être, dans chaque communauté, il y aura probablement pas juste une personne qui va suivre le contenu, qui va suivre la propédeutique. Donc, peut-être qu'il va y avoir un regroupement autour de la boîte qui va nous permettre d'offrir certaines activités. Mais malheureusement, je ne peux pas vous donner une réponse qui va faire pour l'ensemble des communautés parce qu'on sait d'emblée que les contextes vont être extrêmement différents d'une communauté à l'autre. Oui, c'est ça. On s'adapte finalement à chaque contexte, oui. Ouais. Merci. Je vois ici dans le clavardage, Madame Daigneault souligne une demande. Une ligne téléphonique de soutien pourrait être une option. Tout à fait. Ça va être une option dans certaines communautés, mais ce ne sera pas dans d'autres où il y a quand même des enjeux aussi à ce niveau-là. Donc, vraiment, là, il va falloir qu'on vérifie. Là, on essaie d'avoir des communautés où la situation est plus difficile, justement pour pouvoir tester l'ensemble des possibilités dans un contexte qui est plus euh, limité en termes de moyens, disons. Puis c'est vraiment à partir de là qu'on va continuer dans notre processus itératif d'analyse et d'offres de solutions. Alors, je vois qu'il n'y a plus de questions. Il reste, on arrive à la fin de cette première partie-là. Je vous remercie beaucoup, Madame Savard. Merci à vous. Il y a toujours possibilité, évidemment, de continuer après, mais voilà.
après la conversation si les choses reviennent. Mais pour l'instant, on va passer à la deuxième présentation. Aussi des adresses, on a une adresse Propaedeutic autochtone à TÉLUQ.ca si vous avez des questions ou vous adressez directement à moi, ça va me faire un plaisir de répondre. Parfait. Alors, merci beaucoup. Merci. On va passer maintenant à la deuxième présentation. Madame, donc la deuxième présentation, le rôle des concepteurs pédagogiques dans la décolonisation de la pédagogie. Je vais juste revenir un petit peu à l'écran. Alors, avec Madame Durer Charles, donc Christine, membre de la Première Nation Mistawassis, vit et travaille dans son territoire visé par le traité. Elle travaille à l'Université de Saskatchewan en tant que conceptrice pédagogique depuis 7 ans. Elle a commencé sa carrière en tant qu'enseignante dans le nord de la Saskatchewan et en ligne. Madame Durer Charles est actuellement doctorante à l'Université de la Saskatchewan où elle étudie l'autochtonisation dans l'enseignement à distance. Alors, je laisse maintenant la parole à Madame Durer Charles. Sorry, but we don't hear you. Donc, présentement, nous avons des problèmes audio. On essaie de régler la situation. J'ai l'impression qu'elle va refaire une connexion pour voir si ça fonctionne. Désolée pour le contretemps. Elle devrait revenir. Good morning. Can you hear me now? Hello. Yes, we can hear you now. Go ahead. Perfect. Okay, I popped out and reloaded again, so that's great. So my name is Christine Drever Charles, and I'm going to talk today about instructional design and decolonizing approaches. I work at the University of Saskatchewan as an instructional designer. So we'll start with a land acknowledgement this morning. So as we gather online, I want to acknowledge that I live and work on the Treaty 6 territory in the homeland of Métis, where the university is located in Saskatoon. And this is
the traditional territory and homeland of my ancestors, and I affirm my relationship with this land and people. I am a member of the Mississauga Nahiawas Nation. I grew up in Prince Albert, and I spent many years teaching as a high school teacher, both in northern Saskatchewan and then online. And I currently work, as I've already said, as an instructional designer, and I've been doing this for about 7.5 years. And I'm also a PhD candidate at the university in the College of Education, and I'm interested in decolonization and distance education. So how do we begin? And I think we have to begin with humility. So when we're thinking about decolonizing, when we're thinking about bringing change and you know, maybe uplifting voices that are not our own, or you know, the challenges that can come with that, we have to do it with humility. So I'm not an expert in decolonization. I never will be. There's always something that I need to learn and know and grow. And so I think that's important to keep in mind as well. So I have gaps. My focus for today, I want to focus on decolonization in terms of indigenization and reconciliation. So that Indigenous perspective is the focus, both personally and professionally and within the academy. So I haven't had experience working as an instructional designer outside of a university setting. So these are my experiences that I want to talk about today. So defining decolonization, Mintz this spring wrote an article in Inside Higher Ed, and they said at its most radical, decolonization means resisting and actively unlearning the dangerous and harmful legacy of colonization, particularly the racist ideas that Black, Indigenous, and people of color people are inferior to white Europeans. It entails interrogating and dismantling power structures that carry legacies of racism, imperialism, and colonialism. But more commonly, it calls on faculty to address the series of curricular, pedagogical, and evaluative challenges. So that's really heavy. That's a lot, and it can seem sometimes like it's impossible. Where do you start? And so as instructional designers, where do we have space to start working to decolonize, to support decolonization? And we work with faculty, right? We're there to support faculty. So, you know, we have a lot of input into the curricular and the pedagogical and the evaluative, the assessments, the challenges that come with that. And so that's where we can support that shift in those power structures. I also really like this word praxis. I like the idea of praxis. Praxis comes out of Marxism, and it comes out of the Frankfurt School. And, you know, this Dia wrote this last week in University Affairs. Still, universities were designed for straight, white, non-disabled men, and many of those design features still remain. And I don't know if you can feel that, but I can feel that as I work in university and navigate life in a very colonial institution that's trying very hard to change and grow. So praxis is the creation of alternative ways of being and courageous engagement in the world in order to change it. And so I think our role as instructional designers is, you know, we're always trying to change. We're always trying to courageously engage with faculty and come up with really neat ways to design courses. And so instructional design is often mired in practice at a, you know, maybe a different level than some other ways it's being implemented. But we have to kind of think that we're already doing, you know, the work of praxis. And so how can we include decolonization in that as well, as a part of that? Usually when there's Indigenous topics, content, discussions, perspectives, challenges, you know, ideas being discussed, you have to acknowledge that usual lack of standardization. So there's no universal template. This is what Arashad wrote
in decolonizing the curriculum, how do I get started? And they wrote, there's no universal template. How we take forward decolonizing the curriculum has to be contextual to our discipline and our subject areas. So there's no one way to do it. And the examples that I'm going to share with you, they're examples of what I've done. And so they're not big takeaways of how you have to do it. You have to really think about coming up with your own ideas and your own ways to support decolonizing in your instructional design practices. So where do I begin? And so I had to begin as well. I was a new instructional designer 7.5 years ago when I came to the university to work. And my practice has grown, and I've gained experience, and I've tried new things. But I work with 3 other instructional designers. And as a group, we came together and we came up with the question. My colleague, Julie Meyer, actually came up with this question, and we inserted it into our course design plan. And it was just one question. So in what areas of your course or modules might Indigenous perspectives be authentically included? So just one question, but it starts that conversation, and it gets faculty thinking about how they can participate in indigenizing their course. That, oh, maybe they need to include some pieces. Maybe there's room for that, and they hadn't considered that before. The other really interesting thing is it's always great when you come across faculty who already have it woven into their courses. They're already doing amazing things. They're already doing the work of decolonization. And when we meet those faculty, it's a chance to learn what they're doing and, have that knowledge of what's working for them in their course, and, keep that in mind for possibly future courses that we're working. So when I ask this question in my course design plan with faculty, the responses are always varied and interesting. So some, they're doing it already. The course emanates decolonization. There are Indigenous perspectives woven throughout. And so sometimes I'll just take the question right out of there because it's obvious. Some faculty, they don't know where to begin. They don't know, or they'll say, no, it doesn't fit. It can't be done. And I had that happen a couple of weeks ago. I was starting to work on a new course. Nope, it doesn't fit. And as we worked through the course design plan, there were some places where I could point out, well, it's the research methods course. We have, there's a whole chapter focused on research with Indigenous participants. And so this would have a place there, and it got included. So I think keep in mind that this doesn't need to be your question, but this is what works for me and my colleagues in our instructional design practices. What if my knowledge is limited? I don't know anything. I don't know where to start. So I encounter that as well. So a lot of times people don't feel they have the knowledge. And I don't know everything regarding decolonization. I don't know everything regarding indigenization and reconciliation. But I'm always trying to build my community of support. I'm always trying to find those people, those places, and those things that can support my gaining knowledge in this area. And it's lifelong, right? We need to shift our mindset to be able to acknowledge that this takes a lot of really focused action, but it's manageable. It's not something so big we can't do it. So I want you to think about, if you have gaps, I want you to think about what your gaps are, what they might be in terms of decolonization. In graduate school, we're always trying to find the gaps, right? What are the gaps in knowledge? So think about your gaps in terms of decolonization, what they might be. And maybe you don't have many, which is good as well. But sometimes it can feel like there's so many gaps, right? So you want to think about gathering your support, those people. So acquaintances, people you actually know, and it doesn't have to be Indigenous people. I have supports. I have a lot of supports that are non-Indigenous people who I can discuss things with. So those acquaintances, those people maybe you work with, but also people you don't know that maybe you follow on social media. I'm just gonna turn off I thought I turned this off. There we go. Turn off my email so it'll stop dinging.
So people that maybe you follow that you don't personally know, but whose work you admire. I follow Cindy Blackstock on Twitter, the work of Megan Sinclair in Manitoba, but I don't know them personally. Also those places and those things as well that I just mentioned. And then consider what you need to acknowledge in terms of decolonization. Is it your privilege? You know, I have privilege as well, but I don't have the same privileges that a lot of people do. A lot of other people do. And so we all, you know, we're born with certain privileges. And the question is, what do you do with it? How do you use that privilege to possibly support decolonization? To, I guess, change, right? To create that change that we need. Is it acknowledging the land? Or do you have to acknowledge maybe what you're learning or what you need to learn, the direction that you want to go? And then think about participating. So where are you interested in participating? What are you interested in doing? What are you able to support or accomplish or participate in that's manageable for you? And then you also need to think about sharing. So what have you learned? And then talk about that, right? Share that with your colleagues, with your friends, with your family. Have those conversations about the challenges that you're facing and your successes. So, you know, it's not always about the good. There's a lot of challenges as well in doing this. So consider the need to gain knowledge as a constant. So think about yourself and all of the pieces that, you know, come into gaining more knowledge, that you need to gain more knowledge. Things like maybe it's understanding the positioning of the university in terms of decolonization, in terms of reconciliation. What are they saying in terms of indigenization as well? And so it's not only, and if you're not at a university, then maybe it's another organization, or it's our country, or throughout the world. So what is the positioning that's going on that you're seeing? The need to build relationships, things like language. So the language of decolonization, how things are said, how things are positioned, it might be a little bit different than the way we would normally write or speak or say things that we're comfortable with. But having an awareness is always a good thing. And then, you know, in the gaps, that's where the learning happens, and it's good for us. I say that quite often when I'm challenged to do something. It'll be good for me. So trying something new will be good for me. So I'm trying to always push myself. And remember, there's always more to learn, and we can't know it all in terms of decolonization. I also think you need to think about, you know, that idea of gaining knowledge and, you know, filling those gaps and building that community of support as something that's personal and professional. So it's not only professional. It's, you know, going to movies, following social media if that's what you're interested in. If you don't like movies, then, you know, that doesn't have to be a part of the place where you begin. But Googling information for more knowledge. I was with a group of faculty, and I was making them some traditional tea with rat root, and they wanted to know what it was, where it came from, and I said, Google it. And so they were Googling, and they were reading, and they were gaining knowledge that way as well. So you can find a lot of information that already exists, building relationships, doing things like today, you're here attending a seminar or workshop or other classes. So what's going on so that you can always be trying to build your knowledge and think about where you begin for yourself. So where is the challenge in decolonization in an instructional design practice, in your personal life and your professional practice? It can be really overwhelming and heavy. You know, we've had a summer of learning more about the horrors of residential schools, and it's heavy, and it's, you know, that's definitely a challenge. So make sure you're setting your boundaries. You know what's
something that you can participate in, and maybe when you need to take a break. And if you're taking breaks, just don't quit. You need to keep going, but maybe find a new direction if you need to. And, harm and shame should not be our goal, and it's not mine. So if you have a privilege, how are you using it to create that needed change? And I've said this already, but the need to make people feel bad for their privilege shouldn't be a goal of decolonization. Our goal should be figuring out how we can work together to make change in our courses, in our universities, in our communities, and beyond. And honestly, you've got to prepare to make mistakes and learn from them. So my question to think about is, how do we move forward together in a good way and in a way that can bring needed change in academia? Because it is. Right? We need decolonization. We need Indigenous perspectives in our courses, in our classrooms, in our online classrooms. One of the really good things that you can do, I think, is to use your critical eye. As instructional designers, I think we have critical eyes. We have an eye for detail, and we're creative. So Mintz also wrote, a decolonizing approach begins with a recognition that classrooms are sites of power, privilege, hierarchy, inclusion, exclusion, implicit norms without appropriate forms of argumentation, and behavior that themselves reflect certain cultural presumptions about gender, race, and other variables. And so I don't know if you can feel that when you're in a classroom, but I can. And so that power and that privilege and the presumptions that happen, those are a challenge. And so how do you shift that power? That's a big focus for decolonization. And so I think last week I was invited to a webinar similar to this. And it was scholars from all over the world who were coming together to talk about decolonization and reconciliation. And I wasn't there to present. I was a guest. I was invited to show up and participate like you are today. I wasn't there to speak. And the department head, put in a lot of effort. They were trying to build this community of scholars and have them gain knowledge and bring them together to discuss. And so the question that she posed, in trying to do it in a good way, she said, when you meet your graduate students, what do you want them to know about decolonization and reconciliation? And it's a question that's a little bit in disguise, right? Decolonization and reconciliation is there. It's a good question, right? But where's the power in that question? Where's the privilege? Who has that? Who's the you in here? Who is the you? Anybody? You can type in the chat if you want. Who holds the power? Quiet. It's the professor, right? The power and the privilege is the professor. So you're meeting your graduate students, it's the professor, yes. What do you want them to know about decolonization? So what are the presumptions? The presumptions are that they don't know anything. You're presuming that your students have no knowledge and that you have to give it to them. Huge power and privilege right there, right? That's the challenge. So to reword this question, had I had a chance to see it beforehand, I would shift that. And so I ended up typing in the chat area, and because I had to leave early. And so my response was, you want to know, when you meet your graduate students, you want to know who they are, where they're from, and what they know about decolonization and reconciliation. You want to know what knowledge they have, and you want to know what their gaps are, right? What they want to know more about, so that you can support them and encourage them and hopefully keep them engaged in learning more. And so just that little shift, just catching questions like this or pieces of content to switch it to shifting that power, that's what those kinds of things you need to be aware of. So what do we need to be mindful of when we're trying to decolonize our courses, our instructional design practices, our content in courses that are being created?
We have to really watch out for the deficit positioning of Indigenous people as only the disadvantaged, right? As only people of the past. We are modern. I'm here with you today. I'm on my computer, not just a person of the past, right? I have a lot of modern skills to navigate in the 21st century. The other issue that's kind of been getting to me a little bit more recently is the positioning of Indigenous people as only research participants. So I was working on a class with a professor, and she was, you know, we were working through our course design plan, and she wanted to include Indigenous research methodologies in her course, which is great, really good. And the challenge was that when she went to write her module, she positioned Indigenous people only as research participants. And I said in my comments, you're probably going to have some Indigenous students in your class. They need to see themselves as researchers, as educated scholars, researchers within the university doing research. And then I said, you're going to have non-Indigenous students in that class. You need to see them as, or sorry, your non-Indigenous students need to see the work that they could do with Indigenous scholars, and they need to be considering how to do that. And so just that shift in positioning is important. So be mindful of those, watch for that. Also, you know, you really have to be cognizant that what you're asking can be triggering for Indigenous people. So is it necessary? And we have all kinds of challenges. Sometimes we don't want to talk about everything, and it can be triggering. And then in supporting decolonization, it may mean stepping back and listening while you're making space for and uplifting Indigenous peoples and perspectives. So sometimes it's not about you taking center stage. Sometimes you have to step back. Sometimes I have to step back because there's other people better positioned to have those conversations. So we need to think about doing things in a good way. And so for me, this usually works. You know, we need to be vigilant throughout our course design. We need to ask questions, and we need to make suggestions. As an instructional designer, I think that's a big part of my role. I'm asking the professor questions about what they're trying to create, about the content that they want to teach. And I'm also making suggestions. And I do it kind of gently, but there are times when, you know, I've had to make comments of this needs to be changed. It's not acceptable. This is the most racist thing I've ever read, things like that. But honestly, for the most part, it's about asking questions and making suggestions. And if you do it in a good way, the response is usually good as well. So they'll come back and they'll, you know, realize, because they just didn't realize a lot of times what implications their content would have. And sometimes, you know, we just have to recognize that faculty aren't always ready for us as instructional designers. And they may never be, but in the work of decolonization, you need to find the ones who are. You need to find the places where content can be decolonized and weave it in an inappropriate way. It's not just about the readings. There's a lot of criticism about just having Indigenous readings as a way to decolonize your course. But it's not only about readings, but it's a darn good place to start sometimes. So this is part of our course design process as well. And, you know, sometimes we need to lead change through instructional design. And so I was working on a course with a professor, really great guy. I was really enjoying the conversations we were having. He was working through his course design plan. He had this course for this program, and this course had 4 categories that their department had decided would be priorities for this whole program. One was indigenization, one was internationalization, and I can't remember the other 2. There were 2 more priorities that they had identified as focuses for this program. And so he created this part of his course design plan, his grid, and he figured out his modules, outlined his learning objectives, and then he put down his readings. And when I looked at his readings, when I was reviewing his plan, they were very generic. They were very
standard to his college, to his department, to his discipline. And they were not focused on those 4 areas. And so I sent it back to him. And what I did was I color-coded each one of those 4 areas. And my suggestion was, why don't you color-code your readings? Color-code the indigenous ones as green, the international readings as blue, and then the other 2 with colors, as separate colors as well. Had I done that with some professors in a negative way and said, this needs to be changed now, it's not acceptable, you need to do this, this, and this, he might have, backed up and not changed the thing. So I sent this off to the professor, and his response, it was great. He said, Christine, this is why they pay you the big bucks. And so he went through, he realized that he was missing these pieces, and then he was trying to incorporate new readings. And so he took the time to do that. And so the takeaway from this is, please don't start color coding your readings because you think I'm telling you have to. That was just one example of what worked in that situation. So you've got to come up with your own ideas. In academia, there's also this idea of the need to be the expert. And I see this a lot, and it challenges me. If you haven't read Critical Digital Pedagogy, you can find it online. It's an open textbook. It's great. And so what Morris and Eiler write is, for the most part, this yielding of, as you say, the mantle of the expert can be unsettling at best and terrifying in other cases. And that sounds a lot like decolonization. But it's necessary and perhaps not for the wheels of the university, and perhaps not for the wheels of the university to keep turning through certainly to further the process of transformational learning. As advocates for education, we have failed if we cannot help others see. So, giving up that mantle of the expert, having that humility, that's a challenge for people who sometimes have worked in an institution where it's been very important to position yourself as the expert. So in our instructional design practices, when we encounter this uncomfortableness, we can listen and we can share ideas, right, gently, trying not to overwhelm them, trying to inspire them as well, right, like leading change and inspiring. And also, it's really important to make room for change within our standard instructional design practices, within our own processes, having room for the professor to do what they need to do in a way that they're comfortable with. Sometimes you're going to meet the haters, and it's a challenge, right? So as you work to support and inspire decolonization in your instructional design practice, you'll meet them. And so I've been struggling a little bit with some lateral violence, with people who are putting up doors in front of me, and just the challenges. And so I have those supports. I have those people that I can talk to. So how do you respond? Again, with humility. Acknowledge them if you need to. Recognize that not everybody is supportive. Not everybody has the same perspectives as you do. Keep learning and supporting decolonization, so don't quit, but talk about it when you need to. And so when I was really stressed this summer, I was stressed. So I was dealing with some lateral violence. I had a faculty member who was really challenging me, and so I phoned one of my friends, colleagues, talked through it, and he had good advice, and so I needed to hear that. So that's a good thing. The other thing is, don't stop trying. And sometimes it can feel like one step forward and 2 steps backwards, but you have to keep trying to move forward. So the work of decolonization, we all need to lead that work of decolonization through instructional design, through our practices. It's not something we should be ignoring, and it's not only up to me because I'm Indigenous, because I'm an Indigenous instructional designer. And my job at the university, I wasn't hired to do Indigenous instructional design. I was hired to do instructional design. I work on courses all across campus. I work on any project that comes up that is of interest to me, and we divide up the work. And I work to, when I can,
You know, try to build those relationships with faculty and create good courses and decolonize those courses so that students, when they're learning, I guess it's a good thing, right? So it's not only up to me. And if it's not you trying to do this, then who? That's the question. Who's going to do this work? And it needs to be done, right? Just a few recommends. If you are looking for information, learning about the history of residential schools, if that's one of your gaps, highly recommend a knock on the door. It's from the Truth and Reconciliation Commission of Canada. They've taken all of their reports, and if you've seen them, right, they're big reports, and they've condensed it down into this manageable book. You can order the book, or you can read it online. It's available free in our library at the university, so it might be in other institutions as well, if you like reading online, but really very much recommended. And then I went to the movies last week for the first time since 2019. So this is The Personal, Knight Rider, written, produced, and directed by Dennis Goulet, a Cree filmmaker in Saskatchewan, and it was up on the big screen in our theater. It was great to see. Don't forget about the National Film Board. They have an Indigenous cinema selection. There's always good videos there to watch, something that might be of interest. And if you're into podcasts, Unreserved by Rosanna Deerchild. There might be something there that might be interesting as well. And there's, you know, way more things going on. I could have filled up this page, but I just picked 4. So looking beyond, you know, as an Indigenous instructional designer, I really want to see indigenization, reconciliation, and decolonization weaved into all of our online classes in really unique ways. So there's no one-size-fits-all, no standard checklist. So you've got to come up with ideas for yourself and be creative with it. And by decolonizing our courses and our institutions, it will bring needed change in our campus community and beyond. And okay, that's it. Thank you very much. On est maintenant prêt pour les questions. Juste alors quelques minutes pour que les personnes écrivent leur nom. Donc, vous pouvez prendre la parole directement avec votre micro ou en écrivant dans le langage. Here's a question. How do you teach faculty to avoid deficit language? Sorry, how do I teach to avoid what kind of language? It says deficit. You can see it. It's Marguerite. Write it down. Deficit language? Yeah. I think it's, you know, it's in the reading that you do. So the more you read, you'll see those perspectives and try to create that awareness. So if I was reading a module that an instructor wrote, I would offer suggestions, and I would be trying to rephrase for them and saying, you know, how about this? And so to learn that, like we're looking at the policies as well in our institutions to find out how they're positioning that language as well, how they're positioning decolonization. So Dunya suggests, sorry, I will translate it. Le changement commence par l'éducation. Changes begin with education. Yes. Yes. Awareness as well.
There's somebody who asked a question, how do you recommend starting conversation with faculty about waiving Indigenous pedagogy in their course? Can you ask that again? How do I start the conversation? Who say, how do you recommend starting conversations with faculty about waiving Indigenous pedagogy in their courses? Okay, I see it. So subtly, right? You don't need to be in the, I think you don't need to be in their face about it. And so we start with that one question and ask them, you know, are you interested in perhaps adding some Indigenous knowledge, weaving pedagogy into your course? Maybe that's something you could do at some point. And, you know, oftentimes they are, and they don't know how to start. They don't know how to do it. And so it's always a good opportunity. Exactly. So Deborah in the chat has said, and it's not about the language. It's not at the very far end as an add-on. It should be woven throughout your course under the other, or at the very far end as an add-on. It should be woven throughout your course. Right, we do need, yeah, we need to move forward for sure. And yes, don't give up. Exactly. Okay, any last questions? Ok, so, nous, à moins qu'il y ait d'autres questions, je voudrais établir le mot de la fin. Maintenant que l'atelier touche à sa fin, alors je vais prendre quelques minutes pour remercier chaleureusement Mme Savard et River Charles pour leur participation. L'enregistrement de cet atelier va être disponible d'ici quelques heures, probablement. Vous allez recevoir un courriel à ce sujet-là. Je vous remercie tous et toutes de votre présence aujourd'hui et je vous souhaite une excellente journée. Il reste encore du temps. Vous pouvez continuer à poser des questions, faire des commentaires, je n'ai pas. Vous avez des adresses courriel et il reste effectivement encore un petit peu de temps. Donc, merci encore tout le monde et vous allez recevoir l'adresse, des informations sur l'enregistrement d'ici